Madame la rectrice, Monsieur le doyen, honorable assemblée en vos titres et qualités, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chères familles, chers amis, il est plus difficile en des temps troublés de faire son devoir, de connaître son devoir que de le faire. Rivarol, le plus difficile en période troublée n'est pas de faire son devoir, mais de le connaître. Voilà, je l'aurais dit d'un fruit. Monarchiste dans la Révolution française, période hautement troublée. Mais nous vivons aussi une période troublée. Nous aussi, nous pouvons nous poser cette question fondamentalement éthique. Comment bien agir? Que faire pour bien faire, dit-on parfois. Alors, il fut un temps où il suffisait de consulter les augures. Connaissez-vous d'ailleurs l'origine du mot « crise » ? C'est un mot grec, « krisis », qui désigne en fait le jugement, mais une forme particulière du jugement, qui consistait à interpréter les signes et les songes. Le général, avant de se lancer dans la bataille, interrogeait les augures, qui regardaient la direction du vol des oiseaux, qui ouvraient le ventre d'un poulet ou d'un pigeon pour regarder la couleur du foie. Et c'est à ce moment-là que le général décidait. Il y a dans l'idée de crise une idée de décision, de basculement vers son destin. Nous vivons des crises. Les temps sont troublés. Crise économique, sociale, environnementale, humaine, éthique. Comment bien agir? Ces temps troublés nous sont rappelés par ce graffiti sur ces vieux murs de notre honorable institution. Que vaut un diplôme sur une planète morte? Probablement un étudiant, mais je n'étais pas là quand ça a été écrit. Donc je ne peux pas accuser les étudiants d'avoir nécessairement été responsables de ce graffiti, mais on peut légitimement le penser, car il y a là quand même l'expression d'un doute, d'une inquiétude. Moi je suis là, je fais tant d'efforts pour conquérir un diplôme. Oui, mais est-ce que ce diplôme, il est bien en adéquation avec les enjeux actuels, la transition écologique? Nos étudiants de notre campus ne sont pas les seuls à se poser cette question. Il y a eu, bien évidemment, mais il y a eu une enquête auprès de l'ensemble des étudiants bio-ingénieurs des différents campus, Jean Blou, ULB, Louvain, enquête qui a été résumée dans un périodique qui s'appelle Check, qui se présente lui-même comme un magazine paysan et citoyen qui tranche. Et finalement, quand on lit le compte-rendu de cette enquête, on voit des choses quand même assez fortes. Ce que ces étudiants veulent, c'est renverser le modèle capitaliste technocentré. Ce qui les intéresse, ce sont les implications sociales et environnementales de leurs actes. Ce qu'ils exigent, c'est une formation en adéquation avec l'urgence des enjeux écologiques. Doute sur la qualité de la formation, sur la valeur de leur diplôme, que vaut un diplôme sur une planète morte. Faisant écho à d'autres éclats médiatiques, en avril 2022, 8 étudiants d'Agro-Paritech du campus donc de Paris-Saclay, le jour de la remise de leur diplôme, ont fait un discours très engagé, très politique. Et je reprends donc quelques extraits. Vous voyez, l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie. L'innovation technologique et les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Il y a là quand même une défiance extraordinaire à l'égard finalement de la formation qu'ils ont reçue. Que proposent-ils? Ne perdons pas notre temps, désertons. Vous pouvez bifurquer maintenant, disent-ils à leurs collègues. Commencer une formation de paysan boulanger, partir pour quelques mois de woofing. C'est quoi le woofing? C'est quand on offre ses services contre gîte et couvert en tant qu'ouvrier saisonnier. Je ne savais pas, j'ai été voir. J'ai demandé à ChatGPT de me donner la réponse. Et donc, participer à un chantier dans une ZAD ou ailleurs, vous investir dans un atelier autogéré, rejoindre un week-end de lutte avec les soulèvements de la terre, ça peut commencer comme ça. Moi j'ai envie de dire, si ça commence comme ça, ok, ce qu'il faut espérer quand même, c'est que ça ne termine pas comme ça.
En tout cas, j'en fais le souhait personnel à nos étudiants, diplômés, ingénieurs, après tant d'efforts, tant de compétences acquises, il faut quand même espérer qu'ils vont les investir, peut-être dans des activités que d'autres ne pourraient pas investir, mais qu'eux ont les compétences d'investir. Alors, il y a matière à réflexion, c'est le moins qu'on puisse dire. Albert Hirschman est un socio-économiste, dont la vie est un roman, intéressez-vous à ce personnage étonnant, qui a écrit un bouquin en 1970, Exit, Voice and Loyalty, Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Il identifie en fait 3 attitudes. Lorsque un agent d'une entreprise, d'une organisation, se sent en désaccord avec cette organisation. Je fais quoi maintenant? Je ne suis pas d'accord. 3 attitudes. Exit, c'est celle des étudiants d'AgroParisTech, là. Désertons, la sortie du système. Loyalty, inversement, c'est je reste loyal, je vais peut-être m'organiser, j'aurai ma vie privée d'un côté, la vie dans mon entreprise, et je suis loyal à l'égard de l'entreprise qui m'emploie. Oui, mais il y a une 3e voie, peut-être plus fondamentalement éthique, qui est celle de la voice, de faire entendre sa voix à l'intérieur du système. Faites entendre votre voix dans le système pour assurer la transition vers peut-être plus des valeurs que vous souhaitez défendre. Alors dans cette leçon, on va quand même définir l'éthique. Je suis un prof, je dois définir un petit peu les mots que j'utilise. Et éthique, ce n'est pas le mot le plus simple à définir. Nous allons parler de l'éthos de l'ingénieur. Il y a l'éthique et l'éthos. L'éthos, c'est qu'est-ce qui fait un ingénieur? C'est pas que fait et qu'est-ce qui fait l'ingénieur? Une pensée, un nom, un titre, une vocation, nous allons en parler. Puis on va parler de déontologie de l'ingénieur. Je distinguerai aussi déontologie et éthique. Mais un certain nombre de règles qu'une communauté d'agents, de professionnels vont décider de suivre. Et puis nous aborderons des questions plus directement éthiques dans le sens que j'aurais présenté. L'éthique dans la société du risque, que je définirai. Nous verrons que la responsabilité est imputabilité, rendre compte des conséquences de ses actes. Oui, mais l'éthique de responsabilité peut aller plus loin. Et je défendrai devant vous l'importance de concevoir cette responsabilité, cette éthique de responsabilité, comme étant finalement une certaine qualité du rapport au monde. Et j'en viendrai à vous proposer une éthique, mais qui est aussi une politique pour une planète vulnérable. Alors commençons ce parcours. Qu'est-ce que l'éthique? Alors là, je vais lire les philosophes. Et il y en a un, Robert Misrahi, qui est pour moi d'une pédagogie lumineuse, dans laquelle j'ai trouvé dans son glossaire analytique de son livre « Qu'est-ce que la liberté ?» cette définition de l'éthique. Ensemble de principes et de valeurs destinés à orienter l'action humaine et à définir les meilleures modalités de l'existence individuelle et sociale. Donc l'éthique, ce n'est pas la morale dans le sens de cette définition. On peut discuter, certains considèrent que c'est la même chose, mais pour nous, on va prendre accord que non, l'éthique, ce n'est pas la morale. La morale dit le bien et le mal. L'éthique va nous parler de la visée de la vie bonne. Ce n'est pas la même chose. L'éthique, ce n'est pas la déontologie. L'éthique est réflexive. Elle suscite la réflexion. Elle est réflexion. Là où la déontologie est davantage prescriptive, nous donne des règles, des normes d'action. L'éthique, enfin, concerne l'individu, mais la société, et la société dans ses composantes, dans ses institutions, ses organisations. Commençons par l'éthos de l'ingénieur, une pensée, un mot, un titre, une vocation. À partir de quand est-ce qu'on a des ingénieurs? Alors les philosophes des sciences et des techniques s'accordent pour dire que la technique a précédé la science. On commence par un savoir-faire local avant de chercher à construire un savoir global. On agit sur le monde avant de chercher peut-être à le comprendre globalement. On naviguait, on avait l'art de la navigation avant d'avoir toutes les connaissances, évidemment, sur le mouvement des corps célestes. Et donc, on a ici un des premiers instruments. La technique produit des instruments. On a ici un magnifique biface du paléolithique inférieur. Cet objet a plus de 200 000 ans. On a un artisan. L'homo sapiens est devenu homo faber. Il fabrique des instruments. Pour construire ce genre de choses, il faut
choisir très délicatement les matériaux, il faut avoir un geste extrêmement précis. Il y a une maîtrise de cette technique. Pour autant, on ne parlera pas d'ingénieur. Pourquoi? Parce que quand on va mobiliser le concept d'ingénieur, on va envisager une action de la pensée généralisatrice qui va mettre en équation un certain nombre de choses. Ici, probablement pas, même si, enfin assurément pas, même si l'historienne de l'art où je suis allé chercher cette photo fait le commentaire intéressant suivant. Produire des éléments semblables traduit une capacité à appréhender mentalement une forme modèle et à s'y reporter, faisant se côtoyer une idée mentale et sa projection matérielle. Il y a peut-être là la prémisse, finalement, d'une démarche d'abstraction qui sera celle de l'ingénieur. Alors, quand est-ce qu'on va vraiment parler d'ingénieur? Eh bien, peut-être que le premier qui est régulièrement cité, c'est Vitruve. C'est un architecte. Il a servi Jules César, essentiellement comme, je dirais, ingénieur militaire, et puis Auguste comme ingénieur civil pour la construction de la Rome impériale. Il a été redécouvert à la Renaissance. C'est pas lui qui a... Ce ne sont pas ces ouvrages-là, ce sont, je dirais, des ouvrages qui ont été rédigés pendant la Renaissance, où on a redécouvert tous ces travaux. Alors, ce qui est intéressant chez Vitruve, et pourquoi est-ce qu'on peut peut-être le considérer comme un ingénieur, c'est que c'est quelqu'un qui fait la synthèse un petit peu des techniques de son temps et qui va en dégager un certain nombre de principes, notamment sur la transmission des mouvements au niveau de poulies. Donc il y a un travail d'abstraction qui va permettre de développer des solutions techniques et quand on recherche donc de nouvelles solutions techniques, de se référer à des choses qu'on a déjà faites, qu'on a formalisées. À ce moment-là, on va assurément parler d'ingénieur. Donc l'ingénieur, il pense comment? Il conçoit, il développe des solutions techniques à des problèmes techniques. Il envisage des solutions sous forme de signes, de systèmes de signes, des schémas, des équations mathématiques. Il va les éprouver sous forme de maquettes, de prototypes, de modèles informatiques. Ils ne sont jamais que des maquettes digitales. Et il mène un raisonnement essentiellement analogique. Initialement, il s'agit d'imiter la nature. Quand une solution technique a été trouvée à un problème technique, on pense qu'en situation similaire, il suffit d'imiter le travail qui a déjà été fait, éventuellement par la nature. C'est un mot aussi, ingénieur. Alors au XIIe siècle, on parle d'ingénieur. C'est un vieux français, c'est du vieux français, XIIe siècle, je me réfère donc au Centre national des ressources textuelles et lexicales qui fait autorité en la matière. Au XIIe siècle, on parle d'ingénieur. Mais ce sont des gens qui conçoivent des engins de guerre. D'ailleurs, ingénier, le mot en vieux français veut dire développer, veut dire tromper aussi, veut dire inventer, tromper. Et vous voyez, ou ruser, et vous voyez d'ailleurs ce proverbe, engin vaut mieux que force. Donc l'engin ici fait allusion à la ruse, finalement, là. Les engins étaient associés à des ruses, notamment, évidemment, sur des champs de bataille où il s'agissait de dérouter l'ennemi par des machines qu'on avait inventées et qui allaient donc peut-être faire tourner la bataille à votre avantage. Le mot ingénieur, lui, il va apparaître à la Renaissance, en fait. C'est là que ce mot va effectivement se répandre et désigner les hommes dont la pensée répond aux critères que je venais de vous montrer. Alors, on va aussi en arriver à un titre. Alors, cette diapositive est un peu chargée, mais j'ai repris un petit peu l'histoire donc, du titre de bio-ingénieur. On part en fait en 1860 d'un ingénieur agricole avec un certificat qui est délivré par un institut qui est non universitaire. Tout à la fin, en 2013, on a une accréditation d'un titre de bio-ingénieur par la Commission des titres d'ingénieur française. Et entre les deux, on a des étapes importantes, notamment en 1947, vous voyez que le grade d'ingénieur agronome est inscrit dans la liste des grades académiques. Une autre étape intéressante, peut-être à vous signaler, c'est en 1966. Il y a une loi qui va autoriser les ingénieurs à mettre IR sur leur carte de visite. Donc on se présente à la société comme étant un ingénieur avec donc évidemment, des caractéristiques liées à ce métier qui sont liées aussi à la formation, évidemment, qui a été reçue.
Ingénieur, c'est une vocation. À partir du XVIe siècle, on va voir des ingénieurs donc, au service des États-nations. Les États-nations, politiques expansionnistes, mercantilistes, on va essayer de s'adjoindre le concours de ces ingénieurs, de ces experts, pour construire finalement la puissance des États. Ça va se traduire par toute une série d'écoles d'ingénieurs en France et en Belgique. Alors je ne vais pas détailler tout ce qui est sur cette diapositive. En Belgique, en 1834, on va avoir l'école royale militaire qui va créer une faculté polytechnique diplômant des ingénieurs. Le roi Léopold I, très vite se dit j'ai besoin d'avoir des bons militaires et des bons ingénieurs. La première école, on a aussi l'école des mines du Hainaut en 1836 qui devient faculté polytechnique de Mons. On aura donc l'Institut agricole de l'État à Gembloux en 1860, devenu donc Institut agronomique supérieur en 1920 et faculté des sciences agronomiques en 1965. Donc vous voyez que là, on a des écoles d'ingénieurs qui construisent finalement des formations pour donner, appelons ça, des serviteurs de l'État, des serviteurs de la nation. Alors ça, c'est le modèle, je dirais, français. Finalement, en Belgique, nous en sommes largement l'héritier. Le modèle anglo-saxon est un petit peu différent, mais je ne vais pas pouvoir m'attarder sur ces questions. Vocation, c'est aussi un credo qui est celui de la modernité industrielle. Le progrès humain suit nécessairement celui des sciences et des techniques. Regardez cette citation de Victor Hugo. Il visite l'exposition internationale de 1867 à Paris et il saisit sa plume pour nous dire « Toutes les utopies d'hier sont les industries de demain ». Quel fantastique credo, quelle confiance dans la technique. Le jour où le premier air-navire, il n'y avait pas encore d'avion, air-navire s'envolera, la dernière tyrannie rentrera sous terre. Quelle confiance dans la technique. Mais nous en sommes les héritiers. Et on a ici alors un texte quand même extraordinaire. Je remercie Jacques Mignon, notre bibliothécaire, de m'avoir exhumé ce texte. Il s'agit d'une allocution par Émile Marchal, qui a été un des recteurs, je dirais, de l'Institut supérieur agronomique de Gembloux à partir de 1928, qui a été président aussi de l'Académie royale de Belgique. Alors écoutez, on va quand même lire ça ensemble. L'ingénieur agronome ne doit-il pas être en effet le conseiller éclairé de l'agriculture de demain, de cette agriculture industrialisée et scientifique, qui, en augmentant encore la productivité de la terre, constituera le facteur primordial de l'amélioration générale du bien-être de la collectivité. Aucune tâche n'est plus essentielle ni plus belle, car accroître le patrimoine économique de l'humanité, c'est contribuer à rendre moins âpres les manifestations de la lutte pour l'existence, qui, périodiquement et fatalement, jette les peuples les uns sur les autres en de sanglantes ruées. C'est en un mot faire œuvre de paix. Vocation de bio-ingénieur. Finalement, soyons conscients quand même. Nous, à l'université, on porte des valeurs. On place très haut la science. L'optimum par la science, le meilleur par la science, scientia optimum, qui est notre devise. Les autres ne sont pas en reste. À l'ULB, scientia vincere tenebras, vaincre les ténèbres par la science. Et la très ancienne université de Louvain, qui se définit comme sedes sapientiae, ce qui veut dire le siège de la sagesse par la science. Abordons maintenant les aspects déontologiques et éthiques du bio-ingénieur. Après avoir expliqué un petit peu ce qu'était l'ingénieur et d'où il venait, quelles sont les règles qui vont s'appliquer? Alors on peut rechercher ces règles dans des chartes. On ne va pas tout lire. Il y a notamment la charte éthique de la FABI, donc la Fédération royale d'associations belges d'ingénieurs civils, agronomes et de bio-ingénieurs. Et c'est intéressant de lire quand même ces chartes. Je les ai un petit peu examinées pour vous, pour préparer cette leçon. J'ai surligné certains passages conscients de l'influence des systèmes techniques. Assurer le bien commun, relation harmonieuse entre tous les êtres humains, éviter la surévaluation des liens marchands. S'assurer que le rapport entre les avantages au regard du bien commun et les inconvénients intrinsèques à toute décision et ou action soit le plus largement positif. Alors j'ai examiné donc ces chartes. Je vais tenter de dégager, c'est une interprétation donc
personnelles, les valeurs et principes finalement qui sont sous-jacents à ces chartes. Il faut rechercher le bien commun en maximisant le rapport entre les avantages et les inconvénients intrinsèques de la décision et de l'action, la visée du bien commun. Le but est la maîtrise des systèmes techniques. On voit à plusieurs reprises ce mot « maîtrise ». On est dans une logique de maîtrise des systèmes techniques au service du bien commun. Maîtrise des systèmes techniques pour une maîtrise sur le monde autour de nous. La technique a une dimension instrumentale. Ce sont des instruments, la technique, les machines, nos artefacts. Dans un monde qui est anthropocentré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'univers moral, il est centré sur l'homme. C'est lui qui est important. L'environnement va fixer quand même les limites. On fait référence au développement durable. Le développement durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, on va utiliser les ressources de l'environnement, mais il ne faut quand même pas compromettre les capacités des écosystèmes d'apporter ces ressources aux générations futures. Et donc le temps de la responsabilité est celui finalement de la solidarité intergénérationnelle. C'est contenu dans cette idée de développement durable. Alors, ça a l'air très bien tout ça, mais je voudrais vous proposer d'aller plus loin. Quelques inflexions donc, pour une bio-ingénierie à la hauteur des enjeux. Je voudrais d'abord poser la question d'un monde anthropocentré ou biocentré ou écocentré. Ce ne sont pas des mots que moi j'ai inventés. Il y a des philosophes de l'environnement qui ont proposé ces concepts. Le centre des valeurs, le centre de gravité du monde moral, c'est la communauté vivante, un monde biocentré. Ou bien c'est l'écosystème, les communautés vivantes et ce avec quoi elles interagissent, un monde écocentré. Peut-être que nous devrions quitter ce point de vue anthropocentrique, anthropocentré, qui est traditionnellement celui de l'ingénieur. La maîtrise, est-ce qu'on ne sortirait pas du paradigme de la maîtrise? Est-ce qu'il ne faut pas davantage penser à un pilotage de la complexité du vivant? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il s'agit d'être attentif à la dynamique propre du vivant, plutôt que d'imposer, je dirais, ses règles de fonctionnement, en artificialisant la nature. Peut-être faut-il accompagner, conduire la dynamique propre du vivant, l'utiliser comme levier pour agir autrement sur le monde autour de nous. Donc, pilotage de la complexité plutôt que maîtrise du vivant. La nature pourrait être conçue non pas comme une ressource, mais comme un partenaire, dans des interactions vertueuses. Éviter de dégrader, souvent on trouve ça, développez vos innovations tout en respectant l'environnement. Ça me fait toujours un peu hérisser, ça, tout en respectant l'environnement. Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est pas seulement ne pas dégrader, c'est au contraire améliorer. Et certains nous proposent même un néologisme qui est aggradé, pour bien l'opposer à dégrader. On parle d'agriculture régénérative. Le concept est intéressant. C'est-à-dire, grâce à l'agriculture, nous allons améliorer la santé de nos sols, améliorer l'état de nos eaux, de notre atmosphère. L'agriculture doit être un allié par les services écosystémiques qu'elle peut rendre dans notre lutte contre le changement climatique. La solidarité doit-elle considérer les générations futures? Certainement, je ne vais pas dire le contraire. Mais on peut aussi penser la temporalité en termes de dynamique propre au vivant, de se dire, oui, mais on doit aussi penser l'avenir en termes de dynamique du vivant, dynamique qui entretient sa biodiversité, par exemple. Sur quelle temporalité devons-nous inscrire nos actions si nous voulons préserver et amplifier ces dynamiques? Deux points encore vont attirer notre attention. À propos de la technique et ce que j'ai trouvé dans les chartes ou codes de conduite, déontologie donc de l'ingénieur. Ici, on est au niveau du Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France. On souligne la complexité de la technique, qui les rend difficilement compréhensibles, qui suscite des psychoses sans fondement, des peurs irraisonnées. On invite l'ingénieur donc à assumer en conséquence un rôle essentiel dans la diffusion d'informations sur les possibilités réelles. Certes. On admet aussi, c'est le même texte mais j'ai surligné d'autres passages, que la technique est porteuse de risques. Elles sont de plus en plus puissantes, ces techniques, elles sont porteuses
du risque et de forte nuisance, du risque de forte nuisance. Et donc nous devons assumer en conséquence un rôle essentiel dans la maîtrise de ces techniques, dans l'évaluation des avantages et des risques qu'elles engendrent. Alors il faut assurément situer tout cela dans des critiques contemporaines de la technique. De nombreux philosophes, anthropologues, sociologues ont attiré notre attention sur des difficultés qui renforcent, je dirais, ces attitudes technocritiques que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Hannah Arendt, en 1958, extraordinaire philosophe. 1958, c'est un an après 1957, quand son livre « La condition de l'homme moderne » sort en 1958. Elle a été très marquée apparemment par le premier vol de satellite orbital Sputnik en 1957. Et donc elle a de très belles phrases. Elle dit, l'homme finalement a quitté sa Terre pour tenter de rejoindre l'univers. C'est le lancement de la conquête spatiale. Et elle nous dit, nous ne serions plus capables de comprendre, c'est-à-dire de penser et d'exprimer les choses que nous sommes cependant capables de faire. Sommes-nous capables de comprendre ce qu'on fait? Jacques Ellul, pourfendeur, je dirais, de la technique, qui parle de l'illusion techniciste, qui dit, oui, mais vous prétendez maîtriser vos instruments, vous dites que les instruments vous servent, mais en fait, c'est vous qui servez vos instruments. Il y a eu un retournement complet. Vous êtes devenus les esclaves de vos machines. La technique s'est totalement autonomisée. On ne se pose plus la question de la direction que prend l'innovation technique. On rentre dans une logique d'aliénation plutôt que de libération de l'homme avec le système technicien tel qu'il se développe. Et il va notamment être un des penseurs de certaines formes d'activisme environnementaliste, et donc une référence dans le domaine de l'écologie politique. Ivan Illich, étonnant personnage, qui lui va attaquer la technique au cœur de sa justification, qui est son efficacité. Il dit, attention, la technique, vous inventez des objets et puis à un certain moment, la technique devient contre-productive, c'est-à-dire elle fait le contraire que ce que vous attendez d'elle. Un exemple, la voiture. Je prends ma voiture pour assurer ma mobilité. La voiture crée de l'immobilité, les embouteillages. Et puis prenez conscience, combien de temps vous passez donc au volant de votre voiture, combien de kilomètres vous faites, vous calculez une moyenne horaire. Il dit, oui, mais ça ne suffit pas, vous oubliez que vous passez beaucoup de temps pour travailler, pour payer votre voiture. Et si vous calculez la vitesse kilomètres parcourus par rapport au temps que j'ai consacré à ma voiture, soit à la conduire, soit à travailler pour la payer, vous savez quelle est la vitesse? 7 km à l'heure. Je trottine à du 7 km à l'heure. Donc, contre-productivité de la technique. Bruno Latour, sociologue brillant, toujours étonnant, qui nous explique que finalement la technique, ça sert à maîtriser le monde, dit-on, mais ça sert aussi à maîtriser les autres. C'est un enjeu de pouvoir. Il y a toute une série de jeux de force, de pouvoir dans la société qui vont trouver à s'exprimer à travers donc la technique. Et puis Hans Jonas, nous allons en parler, critique effrayant de la technique dans sa dimension apocalyptique. Et donc oui, nous serions rentrés dans la société du risque. Une nouvelle modernité. Les risques sont générés depuis l'intérieur du système. Avant, c'était les dieux, c'était les cataclysmes naturels. Aujourd'hui, nous générons nos propres risques de l'intérieur de notre système technicien. Ils sont systémiques, on les voit partout. Il y a les macroplastiques sur la plage, je les retrouve dans les daphnies sous forme de microplastiques sur toute la planète. Ils sont auto-amplifiables parfois. On a des virus biologiques ou informatiques. Ils sont incertains. J'ai du mal, ils sont tellement partout, c'est compliqué cette histoire-là. Éléments multifactoriels, je ne sais pas très bien quelles sont les conséquences des dangers que j'essaye de définir. Je n'arrive pas à probabiliser l'occurrence des dommages associés à ces dangers, ce qui est la notion de risque. Donc je suis dans un monde plein d'incertitudes. Et il nous faut rentrer ces risques dans ce qu'on appelle une modernité réflexive. Et là, c'est un philosophe et sociologue, Ulrich Beck, qui nous explique que nous sommes rentrés dans un nouveau monde où les effets de nos techniques, de nos innovations rétroagissent
sur nos structures sociales, sur notre organisation, sur la façon dont nous allons interagir avec les instances de contrôle, avec nos instances démocratiques. Nous sommes rentrés dans un autre monde de réflexivité. Et puis ils sont potentiellement apocalyptiques, ces risques. Et ça, je reviens à Hans Jonas, qui a eu un grand impact sur la pensée écologique, qui nous dit Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme d'être une malédiction pour lui. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Le risque, ce n'est pas dans l'immédiat que l'espèce humaine disparaisse, c'est l'impossibilité de mener une vie authentiquement humaine sur cette planète. Voilà ce qui est en jeu. Alors, deux postures dans cette société du risque. Hans Jonas lui-même a dit qu'il fallait prêter beaucoup d'attention à nos peurs, parce que les peurs sont finalement bonnes conseillères pour éviter la catastrophe. Il parlait d'une heuristique de la peur, une façon de connaître, de déterminer la procédure d'action. Et ce thème a été repris, notamment Jean-Pierre Dupuy, un philosophe, a écrit un bouquin que je vous conseille, qui s'appelle « Catastrophisme pour un catastrophisme éclairé ». Il résume finalement sa posture en disant « Il s'agit en fait d'obtenir une image de l'avenir suffisamment catastrophiste pour être repoussante et suffisamment crédible pour déclencher les actions qui empêcheraient sa réalisation. » Je ne suivrai pas Jean-Pierre Dupuy, parce que la peur, d'abord, il n'est pas biologiste. Il faut lui expliquer en tant que biologiste que la peur, elle paralyse en fait. Elle empêche, au niveau du fonctionnement du cerveau, une analyse rationnelle de la situation, et donc elle est plutôt paralysante. On prône ici finalement, avec ce catastrophisme éclairé, l'inaction, tant qu'on ne peut pas assurer qu'il n'y aura pas cette catastrophe au bout. On oublie que l'inaction est souvent aussi potentiellement dommageable, catastrophiste que l'action. Alors qu'est-ce qu'il y a comme alternative ? Une doctrine juridique qu'on appelle le principe de précaution, un peu une usine à gaz juridique. Mais moi, j'y crois au principe de précaution. Parce que dans cette société du risque, elle offre un certain nombre de solutions. Ça vient d'où ? Notamment de la déclaration de Rio en 1992, la Convention des Nations Unies. On va formuler ce principe de précaution qui dit quoi ? N'attendons pas de tout connaître sur le risque pour agir, pour développer des mesures de prévention, de réduction anticipative des risques. Et l'ingénieur, il a des choses à faire à ce niveau-là, parce que c'est compliqué le principe de précaution. On doit mettre en place des réseaux de surveillance, on doit organiser la traçabilité d'un certain nombre des OGM, par exemple. Donc le principe de précaution a une forte charge technique. Il va falloir trouver des solutions pour assurer une meilleure connaissance des risques, pour accompagner l'innovation, éviter la paralysie, le parapluie que nos politiciens ouvrent trop souvent. Dans un principe de précaution, moi je bloque tout. C'est pas ça le principe de précaution. C'est pas un principe d'inaction. C'est pas une injonction à ne pas faire. C'est une injonction à agir de façon précautionneuse, bien sûr, c'est-à-dire en suivant les conséquences de l'action et en remettant régulièrement à jour ses connaissances sur la réalité des risques. Venons-en au volet éthique sur la responsabilité. Je vais tenter de vous convaincre que cette responsabilité se pense à deux niveaux. La responsabilité imputabilité et la responsabilité en tant que qualité du rapport au monde. La responsabilité en tant qu'imputabilité. Nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes. Max Weber, père de la sociologie allemand, prononce cette conférence en 1919, Le métier et la vocation d'homme politique. On sort d'une guerre terrible, avec une souffrance humaine gigantesque. Max Weber est d'ailleurs l'un des négociateurs pour l'Allemagne du traité de Versailles. Et dans cette conférence, il marque l'opposition entre ce qu'il appelle l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est dire, moi je fixe un certain nombre de valeurs. C'est l'éthique du discours de Jésus-Christ sur la montagne, de la déclaration des droits de l'homme. J'affirme un certain nombre de valeurs et au nom de ces valeurs, je vais agir. Oui, mais Max Weber nous dit, attention là, on voulait défendre la patrie, on avait une conviction.
Ça avait de la valeur, la patrie, la nation. On est parti en guerre pour la défendre. Et regardez ce qui s'est passé. Des millions de morts dans des conditions effroyables. Et il dit, nous devons changer notre point de vue. On doit conduire une éthique de responsabilité. Ça veut dire, d'abord, avant tout, rendre compte et répondre des conséquences prévisibles de nos actes. Ça, c'est effectivement cette responsabilité en tant qu'imputabilité. C'est important, mais on peut aller plus loin. La responsabilité, c'est aussi un rapport au monde, une qualité de rapport au monde. Je vais vous parler de responsabilité à l'égard du vivant, de la valorisation de sa complexité, la responsabilité en tant qu'habilité à répondre, la responsabilité en tant que sollicitude, réponse à la vulnérabilité. Le vivant, apprendre à le voir autrement. Quand je commence mon cours de fondement de biologie avec mes étudiants de première bachelier, il y en a ici, on essaie de trouver une définition du vivant. C'est très compliqué de trouver une définition du vivant. Alors il y en a deux qu'on va retenir. D'abord dire le vivant, c'est un ensemble d'objets reliés par les liens de l'évolution. C'est une grande famille en fait. Le vivant, c'est une grande famille qui a une histoire. Le deuxième point de vue tout à fait différent, c'est de dire finalement est vivant un être pour qui quelque chose importe. Et je vais prendre cette belle phrase de Baptiste Morisot dans Raviver les braises du vivant. Parce qu'avec le vivant commence l'apparition d'êtres pour qui quelque chose importe. Il est indifférent à un caillou d'être dans votre chaussure, dans l'espace ou au sommet d'une montagne, quand la moindre bactérie est concernée par son lieu, qu'elle configure activement en milieu. Elle a un mieux et un pire, individuel et populationnel. Voyons le vivant dans sa singularité. Chaque être vivant est un organisme pour qui ce qui lui arrive lui importe. Il faut aussi reconnaître la complexité du vivant, la valoriser. L'ingénieur, trop souvent, a voulu simplifier le système dans cette optique de maîtrise. Nous pouvons au contraire valoriser sa complexité. Et ce concept a été développé à travers la notion d'intensification écologique de la production. Il s'agit en fait de recruter les fonctions de l'écosystème pour améliorer notre productivité végétale, pour développer cette agriculture régénérative, même si Michel Griffon, ancien directeur scientifique du CIRAD, je vous recommande son excellent bouquin Qu'est-ce que l'agriculture écologiquement intensive? Michel Griffon n'a jamais parlé, à ma connaissance, d'agriculture régénérative. Mais donc, vous voyez, l'idée, c'est d'amplifier. Et l'amplification, ce n'est pas le forçage. Ok, Green Deal, on veut réduire les fuites d'engrais, d'éléments nutritifs dans l'environnement par l'agriculture de 50%. Donc, ok, je vais mettre moins d'azote, d'engrais de synthèse sur les plantes. Oui, mais la plante a besoin d'azote. Alors, je vais renforcer l'activité de bactéries qui se trouvent dans le sol, qui sont capables de prendre l'azote de l'atmosphère, qui vont donner des formes assimilées d'azote, des formes organiques d'azote à la plante. Voilà des fonctions écologiques qui vont nous intéresser pour développer donc ce concept d'intensification écologique de l'agriculture. Vous voyez que cela revient à valoriser la complexité du vivant, en faire des leviers d'action, apprendre à piloter. L'ingénieur a beaucoup à faire là, parce que pour piloter le complexe, on doit pouvoir mesurer, on doit pouvoir modéliser. Mais aujourd'hui, on peut le faire. Les ingénieurs du vivant doivent devenir aujourd'hui des ingénieurs en complexité du vivant. La responsabilité, c'est aussi habilité à répondre. Et là, je prends le mot responsabilité au pied de la lettre. Responsibility, c'est l'habilité à répondre. L'habilité à répondre avec un H, car le mot donc existe bel et bien dans la langue française. Ça peut vouloir dire quoi ça? Comment est-ce que je peux mieux comprendre ce que ça pourrait dire? Très beau concept, celui de résonance. Fantastique philosophe sociologue Hartmut Rosa qui nous parle de résonance. Là où les choses, les lieux, les gens que nous rencontrons nous touchent, nous saisissent, nous émeuvent, là où nous avons la capacité de leur répondre avec toute notre existence. Nous devons développer ça à l'égard du monde humain, mais aussi du monde non humain autour de nous. La résonance, ce n'est pas la consonance, où deux voix ne font plus qu'une. La résonance, ce n'est pas l'écho, où finalement l'autre me renvoie ma propre voix. C'est une façon de vibrer avec l'autre. Et il développe donc cette éthique de la résonance, visée de la vie bonne, mais qui se veut une sociologie de la vie bonne, une façon de rétablir des connexions avec le monde autour de nous.
Réenchanter le monde. Madame la rectrice, c'est un des thèmes qui vous est très cher. Vous l'avez défendu déjà pour l'institution dès votre prise de fonction l'année passée. Vous êtes revenu avec cette idée cette année, notamment l'alliance, mais que vous avez qualifiée d'alliage entre l'art et la science. Effectivement, l'art est ce lieu où nous avons gardé nos capacités d'émotion, un présent sensoriel, mais je voudrais défendre l'idée qu'il faut aller plus loin. L'art peut-être est une zone refuge de ces émotions, mais nous devons aussi apprendre peut-être à nous reconnecter au monde autour de nous, à développer une autre écologie. Et il y a là un très beau livre aussi de David Abraham, Comment la Terre s'est tue. Il explique comment les cultures lettrées ont petit à petit réduit le monde au silence. En fait, on a condamné au silence le monde autour de nous. Et il nous dit une approche réellement écologique ne cherche pas à atteindre un avenir envisagé mentalement, mais s'efforce de participer avec toujours plus d'acuité au présent sensoriel, nous reconnecter au monde autour de nous. Jusqu'à enchanter nos artefacts. Donc il y a le monde humain, il y a le vivant non humain, et puis il y a des philosophes un peu farfelus, en apparence, mais qui ne le sont pas du tout, qui nous disent, oui, en fait, on doit aussi se connecter à nos machines, à nos artefacts, à nos objets. En fait, on réduit l'objet à un usage, il faut le voir dans sa dimension relationnelle, dans sa capacité à se connecter autour de lui, y compris avec moi en tant qu'humain, et finalement pour créer des systèmes techniques qui font partie intégrante de notre culture. Donc le problème, dit-il, finalement, de l'aliénation qu'il commente ici, c'est pas que la machine crée de l'aliénation, c'est parce qu'en fait on ne connaît pas la machine et qu'on ne la laisse pas s'exprimer, entre guillemets. Idée peut-être un peu provocante, mais il y a des choses très intéressantes dans Gilbert Simondon, étonnant philosophe qui est spécialiste des machines thermiques. On se demande parfois s'il est ingénieur ou philosophe quand on lit du mode d'existence des objets techniques écrit en 1958. Et j'en viens à l'éthique du care. C'est quoi le care ? C'est un mot difficile à traduire, d'ailleurs souvent en anglais on ne le traduit pas. C'est l'attention, c'est le soin, le souci, la sollicitude. Très belle définition dans le Petit Robert de sollicitude. La sollicitude, c'est une attention soutenue, soucieuse et affectueuse. On engage les affects. Et le care, certains ici et certaines en parleront beaucoup mieux que moi, mais c'est une philosophie qui nous vient de mouvements féministes au départ. Oui, mais John Tronto en particulier est une politologue new-yorkaise qui nous dit « Oui, mais ne venez pas dire que l'éthique de la sollicitude, c'est une histoire, c'est une morale de femme, c'est pour la sphère privée. » Non, ce qu'il faut faire, c'est donner une portée universelle à ces principes qui ont été développés, peut-être au départ, par des courants féministes. Et le care est très bien défini ici. Activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir, de perpétuer, de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes, notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en soutien à la vie. Ce qui m'intéresse dans l'éthique du care, c'est que c'est très bien construit au niveau des différentes phases que l'on va mettre en évidence. Ça trace une feuille de route, une grille d'analyse des problèmes. Peut-être consacrée aujourd'hui davantage à des questions, je dirais, d'organisation des communautés humaines, mais je vais défendre l'idée que c'est très pertinent pour penser aussi à la vulnérabilité de notre planète. Il s'agit d'abord de se soucier, caring about. Il s'agit ensuite de prendre en charge, taking care of. Il s'agit de prendre soin, d'apporter le soin, caregiving. Et puis il y a le problème de la réception du soin, care receiving. Il y aura des conditions pour franchir avec fruit chacune de ces étapes, des vertus, pourrait-on dire. Se soucier, caring about, il faut de l'attention. Prendre en charge, il faut de la responsabilité. Prendre soin, il faut de la compétence. Recevoir le soin, il faut de la responsivité, responsiveness. Notre planète est vulnérable. Je prends ici un article, pas de philosophie, mais donc de science, enfin, peut-être me direz-vous, ce prof de botanique qui donne un cours qui me surprend aujourd'hui, et de biologie. Modèle
où on étudie la productivité végétale pendant les 60 dernières années. Et le modèle quantifie la perte de productivité due au changement climatique au cours de ces 60 années. Eh bien, on s'aperçoit que la planète, que la productivité végétale a déjà pas mal trinqué. On a déjà donc des pertes de productivité qui sont importantes, une moyenne mondiale de 21%. Et donc, nos agricultures deviennent de plus en plus vulnérables. Et regardez ceci. Tout le monde n'est pas aussi vulnérable sur cette planète vulnérable. Regardez, plus c'est rouge, plus les pertes de productivité sont importantes. Je trouve ça terrifiant, cette carte. Vous voyez qu'en Afrique subsaharienne, on a déjà perdu 35-40% de productivité au cours des 60 dernières années. Et nous, nous sommes là, douillettement. Parce que John Tronto, elle parle de l'irresponsabilité des privilégiés. Est-ce que nous ne serions pas un petit peu, quand même, trop souvent, dans cette irresponsabilité des privilégiés ? Et les conséquences de cette vulnérabilité de la planète, nous les connaissons, on les médiatise. Voilà un signe manifeste de la vulnérabilité de la planète. Et j'en viens à mes conclusions. J'ai débordé mon temps, avec votre permission, monsieur le chef du protocole, je vais quand même conclure sur le mode de recommandation. C'est un peu audacieux. J'ai fait partie de comité d'éthique, c'était la partie souvent la plus difficile des avis de comité d'éthique, la rédaction des recommandations. D'habitude, on le fait en plus à plusieurs, là j'étais tout seul. Alors, recommandation bio-ingénieur pour conclure. Considérer le vivant dans sa singularité et sa complexité, comme partenaire de l'intensification écologique de l'agriculture. Adopter une éthique de responsabilité dans la société de risque, donnant substance au principe de précaution. Comprendre la responsabilité comme qualité du rapport au monde, humain et non humain, et comme forme d'engagement à son égard. Admettre la vulnérabilité de la planète et de ses habitants, afin de développer une éthique de sollicitude, de care, qui puisse apporter les réponses techniques et politiques aux besoins identifiés, parce que c'est bien des besoins identifiés que part l'éthique du care. Et je terminerai encore en ne boudant pas mon plaisir de vous annoncer le cours de philosophie et d'éthique du bio-ingénieur que nous avons pu mettre en place pour nos étudiants de 2e année de bachelier à partir de cette année-ci, avec la collaboration du département de philosophie, la faculté de philosophie et lettres de notre université de Liège. J'ai eu, avec donc ceux qui ont monté ce programme, on a une réponse enthousiaste d'un certain nombre d'intervenants. Et donc vous voyez quelques-uns, vous voyez les thèmes qui vont être abordés. Nous allons parler de bioéthique, nous allons parler de philosophie d'éthique environnementale, nous allons parler d'organismes génétiquement modifiés, nous allons parler de bien-être des animaux et d'éthique animale, de philosophie du végétal, du statut du vivant non animal, de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans l'anthropocène. Nous allons parler de participation citoyenne et de recherche engagée, avec une brochette de collègues, experts évidemment sur ces matières. Nous sommes partis de la citation de Rivarol, de la difficulté d'identifier son devoir. Sans doute n'avait-il pas lu Aristote, qui avait la clé, dans son Éthique à Nicomaque, livre 6. Il nous dit quelles sont les vertus finalement dont on a besoin pour développer cette éthique. Et pour lui, éthique et politique d'ailleurs, c'est la même chose. Cette visée du souverain bien. Eh bien, cette vertu intellectuelle, c'est la sagacité, la phronésis, qu'on traduit parfois par prudence, mais qu'il vaut mieux, je pense, traduire par sagacité. Il nous dit, il semble que le propre d'un homme sagace soit de parfaitement délibérer quand est en jeu ce qui est bon pour lui et utile. Il parle de Périclès, fondateur de la démocratie athénienne, pour nous dire, voilà la raison pour laquelle Périclès et ses semblables sont des gens sagaces, croyons-nous. C'est parce qu'ils sont capables de voir ce qui est bon pour eux-mêmes et ce qu'il est pour les hommes. Nous savions nos ingénieurs et bio-ingénieurs ingénieux. Je voudrais donc leur souhaiter d'être à l'avenir également sagaces. Et je vous remercie pour votre attention.